la co-création d'ateliers d'activité physique pour les enfants présentant un TSA. J'expliquerai un petit peu après ce que c'est que la co-création. Donc je suis doctorante sous la direction de Sandrine Sourne, qui est ici présente, et Geneviève Cabagno. Et donc je suis en thèse CIFRE, c'est-à-dire que je suis rattachée à une entreprise qui est une ONG que je présenterai juste après. Et ma thèse, elle porte sur l'utilisation de l'activité physique pour favoriser l'inclusion sociale des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Et donc cette thèse, elle s'intègre dans un projet de recherche participative qui s'intitule Sport et autisme, un collectif pour l'inclusion. Ce projet, il est porté par... désolé, il y a un décalage avec... il est porté par deux laboratoires, donc les laboratoires de rattachement, donc le VIPS Carré qui est un laboratoire de sciences humaines et sociales du sport, et le LP3C qui est un laboratoire de psychologie, et l'ONG Play International qui est donc mon entreprise de contrat CIFRE. C'est une ONG qui utilise, pour faire simple, l'outil sport pour répondre à divers enjeux sociétaux. Ça peut aller du handicap, des personnes réfugiées, enfin voilà, il y a vraiment différentes thématiques, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et donc ce projet de recherche participative, il est financé par la Fondation Handicap Malakoff Humaniste, l'Association nationale de la recherche et de la technologie et le fonds de dotation Autosphère. Donc ça, c'est les premiers partenaires qu'on a sur notre projet. Et en complément, on a aussi des partenaires qu'on appelle plutôt des partenaires opérationnels qui ont été intégrés tout au long des différentes phases du projet que je présenterai juste après. Et nous avons notamment la DAPEI Loire-Atlantique et la DAPEI 35 qui ont été sollicités dans le cadre de notre projet. Donc, l'objectif général du projet, c'est de co-créer un programme pédagogique inclusif, basé sur l'activité physique et le jeu sportif, visant à favoriser l'inclusion sociale des enfants présentant un TSA, qui sera ensuite déployé à l'échelle nationale auprès de différentes institutions. Et donc, ce projet, il se divise en 4 phases. Une phase de diagnostic quantitatif et qualitatif, une phase de co-création du programme que je développerai donc un peu plus aujourd'hui, une phase d'évaluation d'impact du programme et une phase de déploiement. Donc juste rapidement, je vais cadrer un petit peu le projet. C'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022 qui, comme vous le savez, favorise notamment l'inclusion des personnes qui ont un TSA. Elle s'inscrit aussi dans le fait que depuis quelques années, en France, on note une augmentation de la prévalence du TSA avec aujourd'hui, enfin en 2020, pardon, une population qui présente un TSA, enfin 1,80% de la population en France serait concernée par le TSA. Et dernièrement, ça s'inscrit aussi dans le fait que la Haute Autorité de Santé considère que les activités physiques et sportives peuvent participer à l'épanouissement personnel et social des personnes qui présentent un TSA. Attention, à condition de tenir compte de leur centre d'intérêt, de les faire bénéficier d'un accompagnement spécifique. Et pourtant, on remarque, selon la littérature, bien évidemment, que le public qui présente un TSA reste toujours moins actif que la population neurotypique. Selon la littérature, l'activité physique, à partir du moment où elle est adaptée, je mets un point d'honneur à ce mot, adapté, elle a de nombreux intérêts et bénéfices pour un public qui présente un TSA sur différents plans. Donc, je vous les ai mis ici, le plan sensorimoteur, le plan cognitif, le plan psychologique et physique et le plan social. Et donc, moi, dans le cadre de ma thèse, c'est surtout sur ce plan-là qu'on va se pencher. Donc rapidement, sur le plan social, on a différents bienfaits, différents bénéfices. Tout d'abord, l'activité physique, elle contribuerait à la création d'un cadre social optimal qui permettrait de développer des compétences sociales, notamment les compétences de communication, qui améliorerait la participation sociale et les relations interpersonnelles. Ça permettrait également de diminuer les comportements extériorisés et stéréotypés et d'augmenter les comportements dirigés vers l'action. Puisqu'on sait aussi que les troubles du comportement peuvent des fois altérer sur l'aspect social de ces personnes. Cependant, on a quand même identifié quelques limites à cette littérature. Déjà, dans la plupart des études, on a une analyse intrapersonnelle prédominante. Ça veut dire que l'environnement de l'enfant ou de la personne qui a un TSA n'est pas pris en compte.
Or, on sait que dans l'aspect social, c'est insuffisant de prendre juste en compte les capacités de l'enfant, puisqu'il y a aussi l'environnement qui contribue énormément à ce côté des compétences socio-comportementales. Et ensuite, dans la littérature, on a vu très peu d'études finalement qui évaluent l'efficacité d'un programme d'activité physique en situation d'inclusion et sur un temps long. On a peu d'études longitudinales aussi, alors qu'on sait que l'impact de ce type de dispositif va au-delà des bénéfices pour l'enfant. Attention, ici je parle pour l'enfant TSA, puisque ça peut avoir de nombreux bénéfices pour les professionnels, pour les autres enfants, etc. Rapidement, nous avons donc, suite à cette revue de littérature, fait un diagnostic pour faire un diagnostic des pratiques d'accompagnement proposées aux personnes présentant un TSA. Pour ça, nous avons... bon, ça bug un peu, c'est pas grave. Nous avons fait dans un premier temps une enquête en ligne qui nous a permis de voir en fait que oui, l'activité physique est utilisée avec les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, cependant que les professionnels sont soit spécialisés sur le TSA, soit sur l'activité physique et rarement sur les deux. Et enfin, on a remarqué que les séances qui sont proposées sont souvent en format collectif, même sur des activités physiques de type individuel. Par exemple, les activités géniques, c'est des activités de type individuel, mais elles étaient quand même souvent faites en groupe. Donc on était sur des formats majoritairement collectifs, mais peu inclusifs, notamment avec une population neurotypique. Pour compléter ces résultats, nous avons donc fait des entretiens semi-directifs avec des professionnels accompagnant des enfants présentant un TSA mobilisant l'activité physique. Et on a pu voir que l'activité physique, elle est mise en place au moins une fois par semaine, si ce n'est plus, que le choix de ces activités physiques dépend soit des objectifs fixés de l'accompagnement, soit des programmes, notamment à l'école, que les évaluations qui sont faites dans un contexte d'activité physique sont souvent subjectives. Il n'existe pas vraiment d'outils en fait pour évaluer tout ça, éventuellement des outils sur la motricité, mais pas sur tout le reste. Et enfin, on a pu voir que les professionnels ils rencontrent différentes difficultés, notamment celles qui sont liées à la problématique du TSA, mais aussi un manque de personnel encadrant et de formation et des accès aux locaux et au matériel qui sont parfois très compliqués. En conclusion de ce diagnostic, on peut dire que l'activité physique, elle fait partie intégrante de l'accompagnement des personnes qui présentent un TSA. Cependant, elle est rarement pratiquée en situation d'inclusion avec des personnes au développement typique. C'est coupé, mais c'est pas grave, je vais vous le dire à l'oral. L'objectif donc, suite à ce diagnostic par rapport à la co-création, c'était d'élaborer un programme d'activité physique visant à favoriser l'inclusion sociale des enfants qui ont un TSA, mais qui répondent aux besoins de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire des enfants qui ont un TSA, mais aussi des enfants au développement typique qui sont intégrés dans le programme, des professionnels qui vont mettre en place ce programme, et aussi des parents, on ne voit pas ici, mais des parents, des enfants, notamment des parents des enfants qui ont un TSA. Et donc pour cela, l'objectif c'était de co-construire un programme visant à améliorer de manière ciblée certaines compétences sociales, de proposer des séances en situation d'inclusion et enfin de proposer un programme qui serait facilement mobilisable par les intervenants. Pour ça, nous avons donc utilisé la démarche dite de co-création, qui est une démarche innovante qui permet de répondre à différents besoins. Elle présente de nombreux intérêts. Tout d'abord, la création de connaissances pour la mise au point de nouveaux outils utiles à l'action et à la mobilisation des acteurs qui sont concernés. Elle permet également d'intégrer les points de vue de différents utilisateurs afin de répondre au mieux à leurs besoins. Et enfin, elle permet de confronter les intérêts de chacun et de faciliter la recherche de consensus. Nous, on souhaitait donc produire un programme pédagogique inclusif permettant de développer spécifiquement 3 habiletés sociales que nous avons identifiées grâce à la littérature, plus une situation de référence. Je vous expliquerai après ce qu'est une situation de référence. Nous avons donc identifié en habileté sociale l'imitation et l'attention conjointe, la communication verbale et non verbale, et enfin la gestion des émotions. Pour créer notre programme, nous avons donc réalisé 6 séances de co-création avec un groupe qui était constitué de 4 professionnels accompagnant des enfants présentant un TSA. Nous avions 2 professionnels émanant du secteur médico-social donc, qui étaient rattachés à l'ADAPEI 44. Et nous avions également 2 professionnels de l'éducation nationale qui venaient elle du 35, c'était que des femmes. Nous avions également 2 expertes en didactique du sport qui travaillent au sein de l'ONG
à laquelle je suis rattachée, et enfin une doctorante diplômée en activité physique adaptée, donc ça c'était moi. Sur les séances, rapidement, la première séance, en fait, elle avait pour objectif de présenter les habiletés sociales ciblées et les objectifs de cette co-création. Les séances 2 à 5 visaient à créer les contenus du programme. Et enfin, la dernière séance, c'était une séance qui avait pour objectif de faire un bilan à la fois du programme qu'on avait créé, mais aussi de cette expérience, et de créer le guide de recommandation, puisque notre programme que nous avons créé, il se compose donc de 3 jeux sportifs mobilisant spécifiquement les 3 habiletés sociales que je vous ai présentées juste avant. Sur chaque jeu est composé de 4 à 5 séances évolutives, avec au total 13 séances, plus une séance situation de référence. Donc cette séance, elle a pour objectif d'évaluer les enfants tout au long de la mise en place du programme. Donc c'est une séance qui sera mise en place plusieurs fois tout au long du programme. Et enfin, un guide de recommandation qui a pour objectif ici d'outiller les professionnels qui vont mettre en place ce programme. Je rappelle ici que les jeux prévoient la participation conjointe d'enfants avec TSA et d'enfants au développement typique, c'est-à-dire que dans les jeux, on a moitié enfants avec TSA, moitié enfants développement typique. Voici rapidement, désolé, vous ne devez pas voir grand-chose, à quoi ressemble une séance qu'on a créée ici, c'est la situation de référence. Au recto, on va avoir, on va dire, le schéma du jeu qu'on a créé, avec le temps la taille du terrain, le temps de la séance, le nombre d'enfants, la tranche d'âge, etc., etc. Et de l'autre côté, au verso, on va avoir l'échauffement, enfin toutes les consignes de l'échauffement jusqu'au temps calme, avec un détail. Et donc le guide de recommandation vient compléter ces séances en proposant également des adaptations, puisqu'on sait qu'avec les enfants qui ont un TSA, il faut adapter. Nous avons donc, suite à la création de ce programme, cherché à évaluer son impact. Et donc, pour cela, nous avons réalisé une étude longitudinale qui a été effectuée sur 13 semaines, et une étude, donc c'est la même, je précise, qui était également comparative, donc une étude longitudinale et comparative, où nous avions donc un groupe expérimental qui pratiquait le programme de jeux sportifs que nous avions créé, et qui était comparé à un groupe contrôle qui faisait des activités manuelles. Chacun de ces groupes était composé de 2 enfants avec TSA, 2 enfants au développement typique et 1 professionnel. Les enfants ici étaient tous âgés entre 8 et 11 ans, et les enfants avec TSA que nous avons inclus dans notre étude sont des enfants qui présentent une sévérité niveau 3, qui sont non-verbaux, avec des troubles du comportement assez importants et des troubles associés. Ces groupes pratiquaient 30 minutes d'activité par semaine sur une pause méridienne. Pour évaluer l'impact, nous avons donc fait une évaluation des compétences des enfants avec TSA par des observations écologiques grâce à la situation de référence que nous avons mis en place plusieurs fois dans notre étude. Je vous montrerai le schéma juste après. Et avec aussi des questionnaires, donc la Vineland qu'on a fait remplir par les professionnels et le CICEL qu'on a fait remplir par les parents. En complément, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de notre programme était de proposer quelque chose qui est adapté aux enfants qui ont un TSA, mais aussi à l'ensemble des parties prenantes, donc aux enfants typiques, aux professionnels et aux parents d'enfants TSA. Pour cela, nous avons donc réalisé des entretiens avec toutes ces personnes, des entretiens collectifs avec les enfants au développement typique et des entretiens individuels avec les professionnels et avec les parents des enfants TSA. Juste du coup ici rapidement un schéma récapitulatif de notre étude avec toutes les temporalités, les différents jeux, etc. Donc vous voyez la situation de référence, on l'a mis au total 4 fois, ce qui nous permet de suivre l'évolution des compétences. Je vais vous présenter des résultats provisoires puisque les données sont encore en cours d'analyse. Là, je vais vous présenter que des résultats liés aux entretiens puisque je n'ai pas encore commencé l'analyse des observations. Rapidement, je vous ai mis quelques verbatims pour moi qui étaient bien représentatifs. Globalement, on a un ressenti plutôt positif lié à la participation de l'ensemble des participants. Voilà, on a un des enfants qui dit qu'il a adoré l'expérience, ça lui a permis de comprendre ce qu'est l'autisme et de s'attacher, de rencontrer des nouvelles personnes. Un
autre enfant qui dit que voilà, elle a été en contact pour aider justement des personnes à s'améliorer et qu'en plus de ça, elle aime bien les parcours de sport. Et dans les professionnels qu'on avait, on a eu beaucoup de retours, notamment sur le partage de moments conviviaux, des échanges très sympas, cette notion de plaisir à venir, aussi bien pour les professionnels que pour les enfants. Et ici, en fait, je ne l'ai pas mis, mais elle parle des enfants aussi bien TSA que neurotypiques. Sur les bénéfices des activités en inclusion, ici je vous ai mis vraiment différents bénéfices. Là par exemple, par rapport aux professionnels, on peut voir qu'on a le bénéfice pour les enfants qui ont un TSA, où là on a le professionnel qui dit que bah voilà, il y a un des enfants TSA qui était content, il connaissait les prénoms, il demandait quand est-ce qu'on allait venir, etc. etc. Et l'autre professionnel qui là parle plus de manière générale, où on parle bah, voilà, des échanges, du fait que les enfants au développement typique ont réussi eux aussi à s'adapter en fait aux consignes, comment on donne les consignes, comment on discute, comment on communique, comment on fait avec des enfants qui ont un TSA. Sur les parents, on voit que les parents ils parlent beaucoup du fait que ça permet d'avoir d'autres sons de cloche et donc ça permet d'évoluer aussi sur certains points, notamment quand les enfants ils sont intégrés dans une unité où il n'y a que des enfants qui ont un TSA. Et voilà un autre parent qui dit que bah, voilà, c'est plutôt favorable parce que ça permet de travailler sur l'autonomie et sur la socialisation. Ça je tenais à vous la mettre parce que je trouve que c'est un verbatim qui est assez prenant. Voilà un des enfants qui dit que je lui demande pour lui aujourd'hui qu'est-ce qu'est le TSA, enfin l'autisme, et il me répond en fait ce sont des enfants normaux, juste ils ne communiquent pas de la même manière que nous, mais sinon c'est comme tous les enfants avec une petite différence, mais finalement tous les enfants sont différents. Et je voudrais rajouter aussi, on voit pas bien, mais que ici tous les enfants, quand je leur ai demandé, bah voilà aujourd'hui comment est-ce qu'ils considèrent les enfants avec qui ils ont fait l'expérience, ils m'ont tous répondu comme des amis, comme des copains. Pour synthétiser rapidement ces résultats, voilà, les premiers résultats ils montrent un ressenti positif lié à l'ensemble des participants, divers bénéfices pour les enfants, aussi bien les enfants avec TSA que les enfants en développement typique. Notamment pour les enfants TSA, une amélioration de certaines habiletés sociales qui est notée plutôt par les parents. Les professionnels sont un peu plus mitigés. Mais par contre, on note vraiment pour les enfants au développement typique une sensibilisation au TSA et à la différence de manière générale. En plus de ça, on voit qu'il y a une relation qui s'est construite au fil des séances entre les enfants et en complément, on note également un intérêt à mettre en place des activités ludiques en inclusion, mais que ça reste difficile à faire aujourd'hui sur le terrain. Une fois que tous ces résultats seront vraiment analysés, on va en profiter pour revoir un petit peu les contenus et après de déployer ce programme. L'objectif est donc de former et d'outiller différents professionnels accompagnant des enfants avec un TSA à l'utilisation et à la mise en place du programme pédagogique inclusif que nous avons créé à l'échelle nationale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Olivia. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Moi, je voudrais savoir à quel type de cible ça s'adresse, quels enfants, quel âge, et pour quel type de sport, d'activité sportive vous avez. Alors, en termes de tranche d'âge pour les enfants, là je vais parler au développement typique, on est sur une tranche d'âge plutôt 8-11 ans par rapport au jeu qu'on a créé, éventuellement qui pourrait commencer à 6 ans, mais on est plutôt sur du 8-11 ans. Par contre, pour les enfants qui ont un TSA, faut savoir que donc, le jeu qu'on a créé, il se développe, comme je le disais, sur des séances évolutives, ce qui fait qu'on peut très bien partir sur une sévérité de niveau 3 en faisant plutôt les séances qui sont les séances un peu de base, on va dire, ou aller jusqu'à une sévérité niveau 1, où là on peut aller sur les jeux qui sont les plus compliqués avec des objectifs qui sont plus évolués, on va dire. Donc en fait, voilà. Par contre, en termes de tranche d'âge, des personnes qui ont un TSA, en fait, ça dépend aussi de leurs intérêts, ça dépend de plein de choses, de ce qu'ils aiment faire, etc. Mais on est plutôt pareil sur du 8, allez, je dirais peut-être 15 ans maximum.
Voilà. Pour répondre par rapport à l'activité physique, il faut savoir que nous, on a créé un programme donc, de jeux sportifs. C'est vrai que je n'ai pas défini ce qu'est le jeu sportif. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que vous savez ce que c'est que la balle aux prisonniers? Normalement, oui. Voilà. Donc, en gros, on part un petit peu de ce genre de choses, la balle aux prisonniers ou la tech, etc. Et puis, on adapte. Et donc là, on a créé des jeux sportifs plutôt sur des parcours parce que c'était un peu plus facile pour les enfants qui ont un TSA. Mais donc, du coup, voilà, on est parti sur des jeux sportifs. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qui vient prendre la place d'une activité physique, que ce soit en club, en cours, etc. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on pourrait proposer en plus, notamment par exemple sur des temps de récréation, dans des unités d'enseignement spécialisées, comme des ULIS, des UEA, etc. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Moi, je vais en avoir une. Vous avez parlé des parents des enfants TSA, des enfants dits au développement typique, les enfants TSA. Et on voit effectivement sur les unités d'enseignement maternel et élémentaire qui sont dans des établissements ordinaires, on voit des fois des petites résistances, des fois des franches résistances de parents d'enfants dits typiques, à développement typique. Vous, lorsque vous avez fait certainement des lettres d'information, des consentements pour les enfants au développement typique, est-ce que vous avez aussi recueilli les impressions des parents de ces enfants-là, pour aussi, parce qu'on sait qu'un enfant, il va changer son regard sur le handicap et finalement, c'est un copain comme un autre. On sait que des fois, ce qu'on peut entendre de la part d'un enfant dit au développement typique, et c'est aussi des fois entendu à la maison. Est-ce que ce changement de regard, est-ce que vous avez comme objectif de pouvoir aussi l'évaluer auprès des parents des enfants dits typiques? Merci pour la question. Alors non, tout simplement parce que l'objectif ici n'était pas de savoir si ça avait changé vraiment le regard des enfants qui ont un TSA, même si l'une de nos, des enfants en développement typique, même si l'une de nos hypothèses était que oui, le fait de sensibiliser, ça allait changer leur regard. Mais nous, on était vraiment axés plutôt sur les enfants qui ont un TSA. On a interrogé aussi les parents d'enfants qui ont un TSA parce que on ne pouvait pas non plus interroger les enfants qui ont un TSA, qui ont intégré aussi notre étude. Après, il faut savoir que le recrutement des enfants au développement typique, il a été fait, nous on a présenté en fait notre étude à la direction de l'école. La direction de l'école a présenté dans les classes de CM1 et CM2 l'étude, a dit bah voilà, s'il y en a qui veulent participer, n'hésitez pas à venir nous voir. Et donc en fait, il y a des enfants qui se sont présentés et donc là, il y a une lettre d'information après qui a été fournie aux parents. Nous avons fait une réunion avec ces parents-là, mais globalement, il faut savoir que c'était quand même des parents qui étaient plutôt sensibilisés à la différence, avec des enfants qui avaient d'ailleurs dans leur fratrie pas forcément des TSA, même pas du tout, mais qui avaient dans la fratrie un enfant qui pouvait avoir des difficultés ou une différence quelconque. Donc en fait, je pense que c'était des enfants qui étaient déjà sensibilisés. Par contre, ce qui est hyper intéressant à voir, c'est que moi, à un moment donné, les enfants au développement typique, je leur demande, mais est-ce que vous en parlez autour de vous de cette expérience? Et en fait, ils me répondent souvent que oui, ça peut être en famille, sur des temps de repas, mais ça peut être aussi à l'école, parce que comme l'école a été un peu porteuse aussi un petit peu de cette étude, et ils ont instauré à un moment donné vers la fin un temps d'échange en classe pour que les enfants de l'étude puissent parler de cette expérience. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'apparemment il y a plein d'autres enfants de la classe, d'après ce que j'ai compris, qui sont venus poser des questions à ces enfants qui ont intégré l'étude. Donc voilà, ça permet quand même de partager l'expérience. Mais non, je ne vais pas demander malheureusement aux parents d'enfants au développement typique. Voilà. Et les enfants avec TSA, ils faisaient partie de l'école? Alors non. J'ai raté le début en fait, peut-être que vous l'avez dit. Il n'y a pas de problème. Alors, nous, on a essayé de trouver une UEA dans laquelle on pourrait faire du coup notre étude, et malheureusement ça a été un peu compliqué. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une U2A qui était à Rennes, une école privée qui était à Rennes aussi, et en fait, on a créé ce temps d'inclusion. Donc, en fait, non, à la base, les enfants ne se connaissaient pas du tout, les établissements ne sont pas très loin de l'un de l'autre.
les deux établissements ne se parlaient pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Les établissements n'étaient pas loin l'un de l'autre, mais en fait, ils ne se parlaient pas, sauf pour renvoyer les ballons d'une cour de récréation à l'autre. Voilà. Mais il n'y avait pas du tout d'échange et rien de mis en place. Et c'est vrai que je tiens à souligner, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Au-delà de ma thèse, à la fin de cette étude, il y a eu une réunion qui a été faite avec la direction de l'école et la direction de l'UDESA. Et en fait, ils ont émis le souhait, alors je ne sais pas comment ce sera mis en place, mais ils ont émis le souhait de continuer à faire des activités ensemble, de continuer à faire des projets ensemble, pas forcément ce programme-là, mais par exemple sur des projets de fresques, donc d'activités manuelles, ou sur des projets aussi de sport avec un autre établissement dans Rennes. Donc du coup, voilà, c'est aussi une belle réussite d'avoir réussi à mettre en lien deux établissements qui n'étaient pas en lien de base, et ça qui peut permettre de créer tout plein de belles choses. Voilà. Merci pour votre écoute.